Joël de Renet, vous êtes le conseiller de la présidente d'Univers-Sciences, qui est le résultat de la fusion de la Cité des Sciences de la Villette et du Palais de la Découverte. Nous allons aborder aujourd'hui un ensemble de questions autour du sport, autour des relations entre le sport et la science. D'ailleurs, votre vie à cet égard est assez exemplaire, puisque vous avez, parallèlement à des études scientifiques très poussées, vous avez pratiqué le sport. Et on se rend compte chez vous que les références sportives, les images sportives ne sont pas abstraites, elles sont incarnées dans la pratique même du sport. Parlez-nous du surf déjà, qui a occupé une place importante dans votre vie. Vous savez, quand je faisais ma thèse de doctorat en sciences à l'Institut Pasteur avec le professeur Marc Julia, en pleine thèse, j'étais invité à faire les championnats du monde de surf en Australie. Et je surfais déjà depuis pas mal de temps. Et j'ai été le voir dans son bureau. J'ai dit, professeur, est-ce que vous me laisseriez partir un mois pour aller faire du surf en Australie? Il m'a regardé un peu avec un air bizarre et m'a dit, écoutez Joël, pourquoi pas, ça vous fera réfléchir à votre sujet de thèse. Donc voilà, j'ai toujours continué à garder cette relation entre le sport et la science. Et d'ailleurs, pas mal de mes idées de livres ou de recherches sont venues de l'immersion dans l'océan. Et le surf, vous l'avez pratiqué de façon intensive. Vous avez même été champion de France, vous avez participé à des championnats du monde. Oui, j'ai commencé en 1957, vous voyez, j'ai jamais arrêté. Je surfe depuis 1957 grâce à Peter Wirtel, un Américain qui est venu tourner un film en Espagne, m'a laissé une planche qu'il avait amenée avec le matériel de tournage du film. Donc j'ai appris tout seul. On était 3 surfeurs de l'époque. Et puis j'ai jamais arrêté de surfer. Et je surfe encore. Et je vais y aller encore très bientôt. Et effectivement, j'ai gagné les premiers championnats de France de surf. J'ai regagné d'autres championnats en 86. Et puis j'ai fait 3 fois les championnats du monde en Australie, au Pérou et à Porto Rico. Et la pratique du sport, la pratique du surf, vous a appris un certain nombre de choses que la science confirmera. Il y a des anticipations que la pratique sportive permet d'obtenir, notamment concernant l'imitation, la simulation, l'anticipation. Comment le surf a-t-il nourri votre réflexion, et en particulier votre réflexion scientifique? Et sur la vie, parce que le surf, c'est l'aléatoire, c'est le chaotique, c'est l'imprévisible. Et surtout, c'est ce mot carpe diem, maintenant. Le surf, c'est maintenant. Les vagues sont bonnes, il faut y aller. Le vent peut tourner, c'est fichu. Les gens peuvent arriver, terminé. La marée est trop basse, les rochers sortent, c'est fini. Donc il y a un sentiment d'instantanéité, du plaisir et du défi qu'on se donne à soi-même. Donc ça m'a appris le dépassement de soi. Ça m'a appris le stress et aussi la manière de lutter contre le stress, parce que quand les vagues sont grandes, c'est dangereux. Donc il y a à la fois le côté des sports extrêmes, c'est-à-dire l'adrénaline, et en même temps les endorphines. Il y a les deux, quoi. Il y a les hormones du plaisir et les hormones du stress. Donc ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie, sur la manière de gérer ma vie. Et comme Jean-Claude Killy, qui m'a en fait appris le mot glisse, ce mot de glisse que j'ai ensuite développé beaucoup avec mon frère Arnaud de Renet, qui a disparu en faisant une traversée en windsurf entre la Chine et Taïwan. Grâce à Killy, à Toutoun, comme on l'appelait à l'époque, il disait quand il y avait trop de difficultés, notamment quand il était en train d'organiser les championnats du monde, les Jeux olympiques, avec des complications locales absolument incroyables. Je dis, mais comment tu fais, toi, sportif, de t'affronter à tous ces gens-là? Il me disait, Joël, moi, ce que je fais, je passe par l'école. Et il faisait ce geste-là. Ben, nous, les surfeurs, c'est ça. On fait ça. On passe par l'école, on essaye de trouver les points de non-résistance, et on essaye de surfer la vie comme on surfe la vague, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez de cela, vous le mimez. L'importance, d'ailleurs, de mimer les choses. Quand on parle des neurones miroirs, par exemple. Oui, alors les neurones miroirs, ça c'est... Vous pouvez nous parler de ça, parce que le sport a dû anticiper un certain nombre de découvertes qui ont permettre assis les choses. Mais tous les sports et l'apprentissage des sports ont besoin des neurones miroirs, puisque ce sont les neurones qui permettent de recopier quelqu'un. Il y a des gens qui sont doués. On dit qu'ils sont doués pour un geste sportif. Ils arrivent à reprendre un revers de tennis. C'est vous. Ça, c'est moi, l'introduction du skateboard en 1964, les premières planches à roulettes, qui n'étaient même pas en polyuréthane, c'était de la ferraille, comme du patin à roulettes, pris par mon frère Arnaud
devant la tour Eiffel. Donc ces neurones miroirs sont essentiels pour l'apprentissage. C'est eux qui vous permettent de copier quelqu'un, de faire ces gestes dont vous parliez, que je fais là maintenant. Je pense aussi à un grand surfeur qui est mort, Mickey Dora. Et il y a un film célèbre, on peut le voir sur YouTube, où il parle de sa vie de surfeur et il fait tout le temps ce geste-là. Et il fait comme ça, il dit « Moi, je suis dans le curl, les politiciens, les prêtres, les parents, les profs, ils me passent au-dessus de la tête, je m'en fiche. » Il est dans son tube. Et le tube, c'est the ultimate, comme on dit en anglais. C'est le point sensible de la vague où on est au cœur du monde. En même temps, on ne sait pas si on va sortir, si on va survivre en sortant. Donc voilà, c'est tous ces gestes. Et les neurones miroirs, comme vous en parlez, sont des neurones dans notre cerveau qui nous permettent l'apprentissage, l'adaptation et l'anticipation. C'est ça, l'importance du cerveau d'ailleurs comme étant un système d'anticipation, de simulation de l'action. Alors ça, je l'ai beaucoup décrit dans certains travaux que j'ai faits sur la relation entre le matos, comme on l'appelle, et l'homme et son cerveau. J'explique une seconde ce que je veux dire par là. Il y a une relation cybernétique. La cybernétique, c'est la science qui permet de contrôler la force par l'information. Une action peut être contrôlée par une petite quantité d'informations. Je prends une planche de surf ou une planche de windsurf. La planche, elle est taillée pour moi. Elle est faite à ma mesure et je suis dessus et mon cerveau va agir comme anticipateur, régulateur, système d'équilibre. Et tous les mouvements de mon corps vont dépendre de ce que mon cerveau voit autour et voit devant. Et c'est pareil pour le windsurfer. Le windsurfer, il a sa voile, il sait d'où vient le vent, il sait comment il va tourner, le kitesurfer encore plus. Donc il y a une sorte de... L'homme est à la fois le mât, le timonier, le gouvernail et en même temps le moteur. Et sans son matos avec lequel il est en symbiose en quelque sorte, il ne peut pas avoir ce plaisir de ces sports de glisse que j'appelle aussi les écosports. Ce qui est intéressant, c'est que les travaux scientifiques faits par les spécialistes, par exemple des neurosciences, de la cognition, etc., travaillent souvent avec des sportifs d'ailleurs. Cette relation du chercheur en neurosciences et du sportif permet de souligner cette importance de l'anticipation, de la simulation. Le cerveau n'est pas un système d'enregistrement passif, hein. Il y a une sorte de représentation de l'action dans l'action même. D'abord, le cerveau n'est pas ce qu'on croit. On a longtemps cru que le cerveau était comme une espèce d'ordinateur qui commande depuis le haut de la pyramide l'ensemble du corps. Pas du tout. D'abord, le cerveau est fluide. C'est un système, un réseau qui se réorganise en permanence. Vous réorganisez votre cerveau et vos synapses en me parlant, moi en vous parlant, en vous écoutant. Donc, premièrement. Deuxièmement, le cerveau est dans le corps, il est situé dans le corps. C'est beaucoup plus une machine chimique qu'une machine binaire, enfin comme un ordinateur, avec des inputs et des outputs. Il est dans le corps et le corps est dans le cerveau. Le cerveau est dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a des hormones du cerveau qui sont captées par des récepteurs gastriques, des hormones d'autres parties du corps qui sont captées par le cerveau. Et en plus de ça, enfin, le cerveau est non seulement dans le corps, mais il est dans son écosystème. Il est dans un réseau avec les autres cerveaux, et en permanence, il se modifie en fonction de son environnement. Donc on a une vision complètement différente aujourd'hui du cerveau, et ça ne m'étonne pas d'ailleurs que les neurobiologistes et les philosophes qui s'intéressent à l'épistémologie du cerveau posent des questions aux sportifs. Et donc le surf, c'est aussi l'eau, et l'eau, c'est très matriciel. Donc là, on retrouve la vie. La vie est née de l'océan. J'ai écrit un livre en 1965, un de mes premiers livres s'appelait « Les origines de la vie », de l'atome à l'homme. Et l'océan, c'est la matrice vivante. Donc moi, quand je suis dans l'océan, je suis à la fois au cœur d'un écosystème qui m'apporte une puissance qui vient d'ailleurs, la vague par exemple, ou bien le ski, parce qu'il y a aussi le ski dans ma vie qui est important, la poudreuse, les couloirs, la pente. Donc la vague, la pente, tout ceci, ce sont des choses que m'apporte la nature. Donc quand je suis au cœur des vagues en train de les attendre, je réfléchis beaucoup. D'ailleurs, regardez cette vague. Cette vague, c'est une des plus grandes vagues du monde. C'est Gareth McNamara, à un endroit qui s'appelle Nazaré au Portugal, ou bien c'est Jaws, la gauche de Jaws à Hawaï. Et quelle est la hauteur de cette vague? Eh bien, regardez la taille de l'homme. Hein. Vous en avez au moins une quinzaine, une vingtaine qui rentrent dedans. Quand la vague fait presque 20 mètres, elle fait un immeuble de 7 étages, 6-7 étages. Peut-être même plus, 22 mètres. Et d'ailleurs, on voit ce surfeur, là, l'image est très impressionnante. Et pour vous, c'est l'occasion d'une métaphore, la vague, sur la nécessité, la contingence, sur le déterminisme, sur la liberté. Oui, c'est plus qu'une métaphore. Pour moi, c'est la réalité, parce que dans la vague, il y a plusieurs choses. D'abord, elle est chaotique et en même temps organisée. Parce que la théorie du chaos explique que des quantités d'éléments en interaction les uns avec les autres peuvent donner de l'ordre. D'ailleurs, Henri Atlan a écrit des magnifiques livres, Le cristal et la fumée, où il montre que le chaos déterministe peut créer de l'ordre, qu'on voit. Donc la vague, c'est désorganisé, c'est du chaos, mais sur elle,
je peux trouver suffisamment de points de repère pour équilibrer ma planche, marcher dessus, reculer, remonter dans le curl, faire ce qu'on appelle des cutbacks ou des bottom turns, je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique du surf. Et donc ce chaos organisé va me servir, moi, à trouver une forme de liberté sur quelque chose qui est déterminé. Et la vague est déterminée par une grande houle qui est née par exemple dans l'Atlantique Nord. Cette houle va arriver sur une plage que je connais par cœur, mon jardin secret. Je connais le récif sur lequel elle va se former. Bon, là on est plusieurs, donc il y a des questions de priorité. Et puis quand je suis parti sur cette vague, je suis libre. Je suis déterminé parce que la vague, elle va de là à là. Elle va à une certaine vitesse. Une vague dans l'Atlantique, elle marche à 30-35 km à l'heure. Mais moi, je peux atteindre presque le double de cette vitesse en allant de côté, comme le skieur nautique qui tire la corde. Donc de côté, c'est ça l'art du surf, c'est d'être de côté dans l'endroit le plus pentu. Donc là, je suis libre de savoir si j'arrête, kick out, je sors, de savoir si je fais un bottom turn pour reprendre de la vitesse et remonter, cut back. Et c'est tout à fait le symbole de la vie des stoïciens. Hein, quand ils disaient on est à la fois déterminé et libre. Quand on monte sur une montagne, il n'y a qu'un sommet, mais on peut monter par plusieurs endroits. Donc c'est moi qui vais choisir mes points d'escalade. C'est moi qui vais choisir sur cette vague ce que je vais faire, soit pour gagner une compétition, soit pour en tirer du plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que les avancées de la science se conduisent à remettre en cause ces dualismes que la philosophie ou la métaphysique avait installés, l'âme, le corps, la liberté, la nécessité. L'objet, le sujet. L'objet, le sujet. Vous êtes totalement en train de remettre en cause. C'est fini, ça, c'est un paradigme, le nouveau paradigme de la complexité, que j'ai beaucoup décrit dans le macroscope, dans l'homme symbiotique notamment. Le paradigme de la complexité dit merci Descartes, merci Newton, mais on est passé à autre chose. Maintenant, on est dans l'aléatoire, le discontinu, le chaotique, on n'est plus dans le linéaire, le séquentiel et l'analytique. Ça, c'est ce qui nous a permis de fonder notre science, qui continue d'ailleurs à faire en sorte que les hommes politiques, beaucoup d'industriels, continuent à penser en termes séquentiels, linéaires, analytiques. Il n'y a qu'à le voir pour l'environnement et l'écologie, qui est complètement impossible à comprendre, ou à l'économie, qui est systémique et complexe. Donc c'est vrai, on a changé de paradigme. Edgar Morin l'a très bien dit avant beaucoup d'autres. Mais voilà, on sort du linéaire, de l'analytique. On doit rentrer un monde complètement aléatoire, discontinu, et le surf est le meilleur symbole. Voilà, si la science prouve, le sport permet de l'éprouver. Absolument. Bon. Et tout à l'heure, vous parliez. Et ce qu'on peut éprouver aussi, c'est les résultats sur soi. Parce que le corps est un laboratoire pour nous, les sportifs surfeurs ou les sportifs de l'extrême, on peut s'appeler un peu comme ça. Un peu prétentieux, mais disons. Donc notre corps est un propre laboratoire. On voit les résultats des expérimentations qu'on fait sur le plan musculaire ou sur le plan nutritionnel ou sur le plan de la méditation. Pendant 3 cas, méditation, nutrition et exercice sportif physique pour faire les muscles qu'il faut pour le surf, parce que c'est des muscles très spéciaux pour le surf. C'est des muscles, un type qui arrive avec une planche ou une fille pour surfer la première fois et il est complètement paralysé au bout de 10 rames. Parce qu'il y a des muscles qui ne marchent pas normalement dans la vie. Donc on expérimente sur son corps et on voit les résultats. Et cette vision des résultats très rapide, donne une satisfaction, un plaisir de pouvoir qu'on peut contrôler certains éléments de son corps et de son cerveau. Finalement, on ne sort pas de la question qu'avait posée Spinoza, que peut le corps ? On s'est interrogé longuement, savoir ce que pouvait l'esprit, de façon presque narcissique. Que peut le corps? Est-ce que ça vous semble être un bon programme? Oui, c'est une très bonne question, parce que le corps ne peut rien sans 2 choses. Le cerveau dans le corps et le cerveau dans son écosystème. Donc que peut le corps? Ça dépendra de son écosystème et donc ça dépendra aussi beaucoup de son réseau de relations, d'où l'importance des réseaux sociaux, des réseaux d'amis, de son écosystème personnel et physique. D'ailleurs, quand on pose la question que peut le corps, il y a l'exemple même de ce seau là, que vous avez sous les yeux. Que vous inspire d'ailleurs, voilà, que vous inspire ce mouvement qui peut paraître totalement artificiel, contre-naturel, et qui pourtant permet finalement d'envelopper l'obstacle et de le dépasser? D'abord, c'est l'innovation du sport qui considère que le corps et la barre sont 2 paramètres qui doivent être en complémentarité. C'est aussi le sauteur à la perche qui a développé un outil différent. La perche, c'est un tremplin maintenant. On a autorisé des perches qui permettent un effet de ressort. Tous les sports modernes innovent pour dépasser ce que le corps ne peut faire. Prenez un goal de grande compétition de football international. Regardez ces gants. C'est autorisé encore. Mais les gants sont des gants, ils sont beaucoup plus grands que les mains, beaucoup plus durs. Donc on permet d'arrêter des ballons qu'on ne pourrait pas. Nous, les surfeurs, si je vous raconte, mais je ne vais pas le faire, ce serait trop long, les innovations de ces 10 dernières années, c'est hallucinant.
les innovations de combis. On a même inventé des combis airbags qui permettent de remonter très très vite du fond de l'eau si on est pris à Maverick ou des endroits catastrophiques comme ça. On a des différents types des combis chauffantes. On a des paraffines nouvelles, on a des planches à quattro. Moi, je surfe avec des quattro, c'est-à-dire des planches avec 4 dérives. Pourquoi? Parce qu'on a une accroche dans la vague comme avec des skis paraboliques. Donc, tous ces sports se marient les uns avec les autres. Et pour carver, comme on fait, au carving, avec des skis paraboliques, eh bien, on a transposé ça dans les planches de surf pour faire en sorte que le corps se dépasse avec l'outil qu'il maîtrise, avec lequel il est en symbiose. Et cette relation donc de plus en plus étroite, parfois même peut-être inquiétante entre le sport et les évolutions de la technologie, ça peut être invasif aussi, c'est pas simplement de l'ordre de l'instrument, d'un rapport de moyens à fin. Comment anticipez-vous cela? Parce que d'abord vous êtes prospectiviste. On pourrait peut-être d'abord définir la prospective. Qu'est-ce que c'est que la prospective? La prospective, c'est un art, c'est pas seulement une science, c'est un art de se placer dans le futur pour regarder le présent avec les yeux du futur. En fait, c'est la rétroprospective. On fait des scénarios du futur et on regarde comment on pourrait y aller. Et on fait un aller-retour entre le passé et le futur avec les outils extraordinaires dont nous disposons aujourd'hui, que sont les moteurs de recherche, la simulation sur ordinateur. Donc la prospective est en train de passer d'un art à une science, mais ça reste quand même un art. Donc nous, les surfeurs et prospectivistes, on anticipe ces sports. J'ai écrit un truc qui est en ligne sur Internet, sur mon site de rené.com, qui s'appelle Surf 2025. Où je décris, alors je veux dire en quelques mots, un jeune type qui voit les prévisions sur le Transnet du futur, donc il a les prévisions à plusieurs jours, donc il arrive devant un endroit qui est un stade de surf, parce qu'il y a tellement d'endroits qu'il a une carte magnétique, malheureusement, pour rentrer dans cet endroit-là. Il prend un télésurf pour aller surfer, il a des lentilles de contact spéciales contre le soleil. Il a un casque avec un hydrophone, c'est-à-dire un téléphone dans son casque pour dire aux autres « attention, c'est ma vague, laisse-moi y aller ». Il a des planches modulaires, il peut changer l'arrière à tout instant. Il a un leash qui se rétracte dans une espèce de poche pour éviter qu'il traîne derrière, etc. Donc j'ai inventé dans ce scénario Surf 2025 tout ce que vous souhaitez que je dise maintenant, mais que c'est trop long à dire. Et je vous réfère à cet article qui décrit assez bien la prospective du surf dans quelques années. Et donc, mais cette prospective, c'est aussi la fusion possible de l'homme et de la machine. Il est déjà en fusion, il est en symbiose. Le vélo, c'est un grand symbiose, la planche de surf, la planche de windsurf, les skis modernes. Les skis modernes et la planche, le snowboard moderne, sont des outils qui même ont dedans des puces électroniques pour détecter les vibrations et par un effet qu'on appelle piézoélectrique, c'est-à-dire vibration et action, font que le ski va arrêter de vibrer. Donc la symbiose, on le voit avec l'œuf qui a été inventé par Viernet, de la position du surf. Même les bâtons sont tordus pour être en phase avec lui. Même les gants, quand on fait maintenant de la recherche du surf, on ne met plus les mains comme ça, on met les mains d'une certaine manière pour que les mains elles-mêmes... Et on le voit à l'image. On le voit à l'image, que les mains elles-mêmes ne créent pas de filet d'air qui dérangent. Donc c'est cette fusion de l'homme avec l'objet qui va quelquefois trop loin. Alors des prothèses, bien sûr, voilà, on le voit pour les personnes handicapées, c'est formidable. Mais on a vu pour les combinaisons que les nageurs ont mis, qui étaient des combinaisons avec des micro-bulles avec de l'hydrogène dedans, qui faisaient que ça glissait comme un dauphin, mais on les a enlevés. Maintenant, on n'a plus le droit de nager avec ces combinaisons. On devrait nager nu et épilé, en fait. Ça, ce serait formidable. Enfin, ce serait magnifique de voir les nageuses dans cette situation. Parce que, oui, bien sûr. Parce qu'il y ait une sorte d'externalisation du corps dans les objets techniques, ça, Michel Serres a travaillé là-dessus. Et puis ce retour dans le corps par les prothèses. Mais il y a un moment donné, là, Oscar Pistorius est un exemple assez remarquable de la prothèse et de la performance. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne risque pas tout de même de menacer un peu l'humain tout de même? Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que l'humain garde son identité? J'en ai beaucoup parlé dans l'homme symbiotique. J'ai parlé des puces intégrées au corps pour modifier des erreurs métaboliques, par exemple, des puces qui assurent la communication de la tête avec des robots à distance, avec des ordinateurs pour les personnes handicapées. J'ai décrit beaucoup de cas. Alors la question que je pose est la suivante. C'est si un corps humain, biologique, fusionne avec le numérique et l'électronique, et que de plus en plus, et ce sera le cas dans les 50 ans à venir, on sera semi-robotisé, pas de manière péjorative, mais parce que des personnes qui ont un pacemaker qui se régule en fonction des activités de cette personne, une pompe à insuline pour les diabétiques,
quelquefois même rajouter des terabits de mémoire dans son cerveau. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même identité? Deuxièmement, si cette personne peut commencer à le faire aujourd'hui, contrôler à distance, à d'autres endroits du monde, à 1000 km, un bras robotique, ou même un robot par la pensée, est-ce que cette personne étendue, qui voit ses mains et voit son corps là, ici et maintenant, est la même personne si elle est étendue? Et enfin, troisième point, il y a pour moi une grande différence entre l'homme réparé, l'homme transformé et l'homme augmenté. L'homme réparé, une fracture d'un os, on le répare, on met des aiguilles. La chirurgie, c'est la réparation. Ok, les gens sur un plan éthique sont assez d'accord avec ça. L'homme transformé, c'est déjà ce que nous disons. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours un être humain lui-même s'il a des puces électroniques, un pacemaker, une pompe à insuline, un bras robotisé, un genou bionique? Est-ce que c'est la même identité? Question, je ne suis pas sûr que philosophiquement on puisse y répondre d'une manière très claire. Et troisièmement, l'homme augmenté, celui dont je disais qu'on pourrait mettre une puce de terabits dans sa tête pour qu'il ait une pensée démultipliée, ou bien s'il peut voir dans l'infrarouge, ce qu'adoreraient les militaires notamment, etc., l'homme bionique, est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Moi, je pense, moi j'ai des réserves éthiques. Le surhomme à la Nietzsche, l'élite qui peut se payer ce genre de choses, créant une différence entre deux humanités, l'humanité à basse vitesse et l'humanité à grande vitesse, comme disait déjà Aldous Huxley, les alpha et les gamma. Moi, je suis très très réticent sur cette position-là. Donc, l'homme réparé, oui, l'homme transformé, pourquoi pas en y réfléchissant, l'homme augmenté, soyons prudents. Nous reparlerons de ça parce que ça suppose de poser des problèmes éthiques, très clairement. Mais pour revenir à Oscar Pistorius, par exemple, vous trouvez concevable qu'il puisse concourir avec des gens, entre guillemets, non handicapés, des gens supposés normaux? Oui, à condition que ces prothèses lui donnent les mêmes effets de ressort et de vitesse que les autres. S'il a un avantage par rapport aux autres, ben à ce moment-là, ça ne va pas. C'est comme les combinaisons de natation dont je parlais tout à l'heure, ou les perches qu'on a interdites parce qu'elles étaient trop comme des ressorts. Donc voilà, moi je suis d'accord avec ça, mais à condition que ça ne lui donne pas un avantage par rapport aux autres. Mais ne sommes-nous pas dans une logique de l'augmentation, d'ailleurs, dans le développement du sport, par exemple? Alors, écoutez, le dopage, qu'est-ce que c'est, malheureusement, et surtout le dopage génétique. Parce que le dopage qu'on prend et qu'on peut détecter, c'est une chose, mais si on modifie les gènes, et on va le faire, à ce moment-là, on modifie la capacité du corps de produire certaines hormones ou certains produits qui augmentent la tonicité musculaire ou la résistance. Et on y va. Dans les 10 prochaines années, il va y avoir du dopage génétique. Alors là, où va-t-on? On transforme l'homme. On va revenir sur cette question, mais vous parliez tout à l'heure de l'homme symbiotique. C'est un livre que vous avez publié en 1995, je crois. Et vous parlez du sybionte. Oui. Le sybionte, c'est... on atteint ici... C'est pas un surhomme, hein. Oui. Pas du tout. Et on a confondu, pas mal de gens n'ont pas bien compris. Ce mot, j'ai créé à partir de cybernétique et biologie. Qu'est-ce que je dis? Je dis que la prochaine évolution de l'homme, bien sûr, il va continuer à évoluer sur le plan biologique par la loi darwinienne, sélection et mutation. On va changer un peu. Bon. Mais surtout, là où il va changer le plus, c'est dans sa fusion avec le numérique. Internet est un début. Et j'ai décrit ce que j'appelle aussi le macro-organisme planétaire dans mon dernier livre, le MOP, comme un organisme vivant que nous construisons de l'intérieur, comme des cellules vivantes, interconnectées les unes aux autres, des neurones même. Et ces neurones, ces cellules vivantes, construisent une nouvelle étape de l'évolution de l'humanité, que j'appelle le cerveau planétaire, le sybionte ou le MOP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se construit et il vit, il commence à vivre. Il commence à vivre par les réseaux de transport de matériaux, les réseaux financiers, les réseaux numériques, l'Internet. Le monde vit. D'ailleurs, de plus en plus, on dit le marché pense ceci, la bourse est déprimée, l'opinion publique, consciente d'elle-même, a de plus en plus d'impact dans les médias. Et ainsi, la grande question, c'est qu'on construit cet organisme planétaire sans règles. Il y a des règles politiques, des règles religieuses, des règles marketing, commerciales, mais des règles scientifiques, on est quelques-uns maintenant, progressivement, à dire « mais attendez, ça s'est passé comme ça avant, comment ça pourrait continuer à se passer si nous prenions en main notre propre évolution de l'intérieur de cet être vivant que nous construisons ?» Et ça, c'est tout l'objet de l'homme symbiotique et de l'homme créé à la vie, mon dernier livre, qui parle aussi beaucoup de tout ça. Donc, quand je parle de ça avec Yves Coppens, mon cher ami anthropologue,
Il me dit, mais Joël, l'homme va évoluer encore pendant 40 000 ans, 400 000 ans, avant qu'il y ait des changements importants, il ne va rien se passer. Mais je dis, mais non, regarde, on est déjà des mutants, avec des sens nouveaux, le GPS, la télécommande, on est déjà des mutants. Et notre génération montante, la NetGen, ce sont des mutants hybrides semi-robotisés. Donc déjà on a changé. Et qu'est-ce qui nous change? C'est la relation à ce cerveau planétaire, à cet être symbiotique en train de se créer. Alors de deux choses l'une, je termine là-dessus, ou bien on arrive à entrer en symbiose avec lui, ou non. Si on met en place les règles scientifiques que je préconise un peu dans mon bouquin, on pourrait y arriver. Si on n'y arrive pas, il se retourne contre nous. Il devient une sorte de Big Brother, de Frankenmon, de Golem, tout ce que vous voudrez. Et enfin, le symbionte ou le macro-organisme planétaire, il pourra se produire en différents endroits du monde. Ce n'est pas global. Ma métaphore est globale pour faire réfléchir les gens à l'après-humain isolé. Mais c'est une métaphore qui peut malheureusement se produire en plusieurs endroits différents et en conflit les uns avec les autres. Et le symbionte sportif, ça donne quoi? Parce qu'on peut... Mais non, on peut pas. Le symbionte sportif, non. Non, c'est l'homme bionique sportif, ça oui, on en a beaucoup parlé. Mais le symbionte sportif, c'est simplement un sportif qui est connecté par son cerveau à des tas d'autres éléments du monde. Par exemple, imaginons un championnat de golf international. Avant, les gens écrivaient leurs résultats sur une petite carte en carton et puis téléphonaient au clubhouse pour dire où ils en étaient. Maintenant, il y a des quantités de logiciels utilisant le GPS et la Wi-Fi qui vous repèrent dans le parcours avec des bornes, ce qui fait que si vous le voulez, vous pouvez savoir où en sont vos concurrents sur votre smartphone. Les gens qui sont au Clubhouse voient en temps réel toutes les équipes, où ils en sont et combien de points ils ont. Ben voilà, ça c'est déjà un mini-cerveau planétaire, un mini-symbionte à l'œuvre. C'est un écosystème informationnel collectif. Quand vous parlez de ce système, de ce réseau, on ne peut pas ne pas penser... au paradoxe de Minsky, mais inversé. Le paradoxe de Minsky, c'est comment des neurones qui en eux-mêmes ne sont pas intelligents, la connexion de milliards de neurones produit une intelligence. Le paradoxe de Minsky inversé, ce serait de constater dans un certain nombre de collectivités, par exemple d'entreprises, comment des individus intelligents connectés produisent des tout ou des totalités qui peuvent paraître un peu bêtes. Bon, c'est une question importante. C'est hyper important, surtout avec les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je considère, si vous voulez, 3 formes d'intelligence. D'ailleurs, c'est passionnant de voir que notre cerveau a exporté dans l'Internet, pour être simple, les 3 couches de son cerveau. L'hypothalamus, le cerveau primitif, qui est le cerveau de l'instinct, du contact, de la connexion avec les autres, de la reconnaissance de l'autre. Le mésencéphale, le cerveau moyen, qui est le cerveau de la vie collective, de la famille, de la nidification chez les oiseaux. Et le cortex, qui est le cerveau symbolique de l'abstrait et du raisonnement. Eh bien, on a exporté ça dans l'Internet, avec 3 formes d'intelligence que j'appelle l'intelligence connective, l'email, le chat, les forums, l'intelligence collaborative, Wikipédia, Linux, les gens qui font des choses, pas payées, mais pour la communauté. Et troisièmement, l'intelligence collective, qu'on appelle aussi en anglais le crowdsourcing, la possibilité de résoudre des problèmes complexes en faisant appel à beaucoup de gens différents dans le monde connectés entre eux. Alors, cette intelligence collective peut se retourner sur la plus grande stupidité. Pour le moment, comme intelligence collective, qu'est-ce qu'on a? On a le vote, on a les manifs, on a les stades. Quand les gens font la hola dans un stade, c'est une forme d'organisme collectif, mais ce n'est pas très très malin. Dans les manifs, vous avez vu à quel point une foule peut devenir stupide dans une manif dès que quelqu'un commence à casser une vitre. Vous voyez ce qui s'est passé en Angleterre avec ces jeunes qui ont dévalisé des magasins pour le fun, comme on dirait. Donc ça peut virer d'un côté comme de l'autre. Mais l'espoir, c'est que peut naître une forme d'intelligence collective par la connexion des gens entre eux, avec 3 étapes. La première étape, avec les moteurs de recherche. Nous sommes tous connectés à la mémoire du monde, avec Google, Bing, Yahoo. Première étape, je sais, ou je peux savoir. La seconde étape, grâce aux réseaux sociaux, je sais, nous savons ensemble. Donc je sais, nous savons ensemble. Et la troisième étape qui arrive maintenant, nous savons aussi ce que les autres savent avec le crowdsourcing. C'est ce que ça veut dire. Alors là, c'est un peu provoquant ce que je vais dire, mais je le dis quand même. Il y a une courbe d'augmentation de la densité du réseau Internet, des interconnexions comme des synapses dans le cerveau, dans le symbionte si vous voulez. Et à partir d'un certain point, qu'on appelle un point de singularité, que moi je situe vers 2050, 2060, peut-être un peu avant, le système non seulement peut devenir conscient, mais il peut devenir conscient de lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'un espèce de réseau global, planétaire, dont nous sommes les neurones,
qui non seulement est ce qu'on appelle la conscience collective, Jung l'avait déjà dit, mais une conscience collective réfléchie. Non seulement je sais, comme l'animal, mais je sais que je sais. Et qu'est-ce que serait ce cerveau planétaire, global s'il existe ou non, qui sait qu'il sait? C'est qui ce truc-là? Évidemment, ça pose un problème. Parce que Big Brother n'a pas été envisagé ça peut comme... être Big Brother, ça on sait qu'il y a Big Brother. Mais s'il était positif... Mais Orwell n'envisage pas qu'il soit réflexif. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi je dis qu'il pourra être réflexif. Je ne suis plus le seul à le dire. Je fais partie d'un groupe mondial qui s'appelle Global Brain Research Institute, qui s'est créé il y a pas mal d'années. Il y a des Chinois, il y a des Brésiliens, il y a des Russes. On est plusieurs scientifiques à réfléchir. C'est passionnant. Eh bien, on pense tous que la réflexivité de ce système conscient de lui-même va arriver dans 50 ans, un siècle, je ne sais pas quand. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que nous sommes par rapport à lui? Est-ce qu'il nous veut ou il veut nous virer? Excusez-moi de l'expression. Non, puis on sait très bien aussi, pour être nous-mêmes des animaux conscients, on sait très bien que la conscience, elle est pleine d'illusions, pleine de creux, pleine de trous, pleine d'intermittences. Si en plus il y a des intermittences, des illusions, des trous dans cette conscience planétaire, où allons-nous? Parce que y aura-t-il un inconscient? Il n'y a pas de conscience sans inconscient. Un inconscient planétaire? Mais Internet déjà, il est schizophrène, voilà. Paranoïaque et mégalomane. Hein. Donc il y a des maladies transposées de nos cerveaux. L'ATN est schizo, beaucoup. La désinformation, enfin toutes les maladies du cerveau existent dans la transposition de nos 3 couches du cerveau dans l'Internet d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, vous parlez de mutants, de mutations, vous essayez de convaincre Coppens là-dessus. Ça pose quand même un problème. Alors, est-ce que l'humanisme a encore un sens? On pourrait en reparler. Et puis, vous êtes tout de même habité par l'exigence d'un mieux vivre ensemble. J'aimerais savoir, le mieux vivre ensemble, le sport doit y participer, il a toute sa place dans ce mieux vivre ensemble. Comment peut-on penser ensemble à la fois ces mutations, l'évolution technologique, le caractère invasif par exemple des techniques, et cette exigence éthique du mieux vivre ensemble, c'est-à-dire de repenser à la fois le lien social, peut-être lié à la civilité, enfin tout ce qui permet à une société de vivre de manière à peu près pacifique. Il faut venir à Universcience d'abord, c'est exactement notre message. Notre message, c'est comprendre le monde, la technologie, c'est vouloir ce monde, c'est si possible aimer ce monde et le construire ensemble. Comprendre, vouloir, aimer, construire. Et donc ça se fonde sur des valeurs différentes, ce qu'on essaye de faire, avec des expositions, des débats, des colloques, des discussions, avec des jeunes notamment. Et ça répond en partie à votre question, ça répond à la question du vivre ensemble. Il faut d'abord se comprendre ce qui arrive, faire de la prospective, voir les outils, comment faire en sorte que de mutants que nous sommes en train de devenir, nous soyons des mutants humanistes. Moi, je suis un technologue humaniste. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain, la société, ce n'est pas la technique en elle-même. Donc c'est toujours la relation science-technique-société qui nous passionne à Universcience. Et c'est celle que j'essaie d'appliquer avec d'autres amis dans nos écrits et dans nos réflexions sur l'homme. Et là naissent de nouvelles valeurs. Des valeurs qui sont plus seulement la concurrence, la compétition, gagner contre l'autre, mais des valeurs comme le gagnant-gagnant, le win-win, on peut gagner ensemble, comme l'empathie. Je me mets à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments, ses émotions, la solidarité, la générosité, le partage. Donc je décris beaucoup tout ça dans mes livres parce que je pense que nous allons vers une nouvelle ère qui est une ère d'un nouveau paradigme, d'un paradigme de la complexité, où je parle régulièrement, même depuis le macroscope en 1975, de la complémentarité entre la vision analytique et la vision systémique. Et je pense que cette vision systémique que l'on commence à avoir avec la génération nouvelle A, parce qu'elle est transversale de nature grâce au réseau, à Internet qu'elle a depuis qu'elle est née, et grâce à cette vision systémique du monde, les conflits sont différents. Les conflits ne sont plus des conflits de rapport de force, mais peuvent être des conflits de rapports d'interaction. On va revenir aux valeurs dont vous avez parlé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne tout de même à cette idée du vivre ensemble. Le sport, vous avez suggéré, a peut-être une importance dans cette affaire, peut-être ne serait-ce que la pédagogie du sport dans ce vivre ensemble. Mais si on prend l'exemple du sport, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre la pédagogie du sport, entre les valeurs du sport telles qu'elles sont développées, par exemple à l'école, par tout un discours, et la réalité du sport, c'est-à-dire d'un sport qui est à la fois violent, un sport de compétition déchaînée, un sport qui brise, qui use. Comment d'ailleurs pensez-vous ce rapport entre le sport épanouissement de soi et le sport comme perpétuelle performance et dépassement de soi? Moi, j'ai quitté ça. Moi, je ne suis plus dans cette logique-là. Personnellement, vous me demandez mon avis personnel. Moi, je ne suis plus dans cette logique. Je suis pour les écosports, comme je l'ai dit, c'est-à-dire avec mon frère, nous avons été parmi les tout premiers à créer les sports de glisse, à les inventer. Donc moi, je suis pour des sports de nature où on se dépasse avec la nature, où la nature... Je suis complice de la nature, je ne me bats pas contre la nature. Or, la plupart des sports actuels sont des sports hyper individualistes,
donc qui amplifie l'individualité contre les autres. Je ne vais pas citer le tennis, par exemple, où il n'y a rien de pire, entre guillemets. On est enfermé dans une surface, la balle doit passer au-dessus d'une autre surface, on tire sur la personne qu'on déteste en face parce qu'on veut le coincer. Enfin, c'est vraiment deux individualités aux prises l'un avec l'autre. Les sports d'équipe, le rugby ou le football, sont des sports de combat. D'ailleurs, tous les termes employés sont conquérir le terrain, le milieu de terrain qui occupe le terrain, les bonnes passes, les bonnes passes. Donc, d'un côté, on a un hyper-individualisme qui est poussé par le commerce, le marketing et l'énorme quantité d'argent qui repose sur la tête des footballeurs ou des tennisman, par exemple, ou des cyclistes. Et de l'autre côté, on a des sports d'équipe où là aussi une énorme quantité d'argent est mise sur le pouvoir attractif de ceux qui regardent et ceux qui ne participent pas, de l'émotion générée par ces sports qui va vers deux déviances. La déviance hyper individualiste et l'argent, et la déviance hyper compétitive et l'argent. Moi, ce n'est pas mon choix. Enfin, moi, je ne suis pas du tout typique, je suis très atypique. J'ai fait des compétitions, bien entendu. J'ai fait des sports d'équipe aussi. Mais j'ai fait du hockey sur glace pendant pas mal de temps. Mais j'ai quitté tout ça, depuis très longtemps d'ailleurs. Je suis pour des sports qui donnent avec des copains, avec qui je ne suis pas en compétition, un sentiment de partage, d'un don de la nature. D'un plaisir. Grâce. Comment ? D'une grâce. Une grâce. C'est un don extraordinaire d'avoir une vague parfaite offshore de 2,50 m de haut et d'être seul dessus. Et même si je suis avec Vicente Lizarazu, avec qui je sors souvent, on est copains, on dit vas-y, tu me laisses la prochaine, on se partage les vagues. Donc il y a ce côté de complicité avec la nature, de complicité entre nous, de plaisir partagé qui est complètement à l'antipode de cet individualisme. On voit sur cette image d'ailleurs. Ben voilà. Il y a une certaine jouissance. C'est la liberté. Le type, il est là, et il rit, il sourit, il tient le bout de sa planche. En même temps, de l'autre côté, il a son kite et il saute sur une vague. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Il est complètement libre. Mais attention, comme dans le road rage, la rage de la route, où les gens ont la main crispée sur le volant à côté de l'autre qui est dangereux parce que c'est l'autre. Il y a le surf rage. Le surf rage, vous avez des gars, des locals, des types locaux, vous allez surfer dans un endroit que vous ne connaissez pas très bien, vous n'êtes pas présenté avant, ils ne savent pas qui vous êtes. Et si vous leur piquez une vague, comme on dit dans notre jargon, vous les taxez, vous vous faites casser la figure. Il y a des gars spécialisés de certaines plages, je ne vais pas les citer parce qu'elles sont très connues, à l'île Maurice, au Brésil ou en Californie. Ils sont toujours là, c'est leur plage, et si vous arrivez, ils vous virent. Donc l'individualisme en surf, ça existe aussi. Je ne veux pas tracer une image angélique de ce sport aussi très compétitif. Mais en général, la plupart des bons surfeurs, surtout les longboarders sont plus, on appelle ça en anglais lay-back, c'est-à-dire plus cool que les shortboarders. Je n'ai rien contre les shortboarders, j'en ai aussi bien sûr. Mais il y a une espèce de côté d'amitié, de partage, de solidarité, de plaisir en commun qui est assez formidable de la longboard et de certains endroits comme Parlementia à Guétari en France par exemple, où il y a des règles éthiques qu'on a définies entre nous pour qu'on ne se fasse pas trop de mal les uns les autres. Mais ça n'a rien. La réponse que vous avez donnée à ma question, c'est une réponse, je dirais, philosophique. C'est votre réponse. Hein. Mais celle du prospectivisme, parce que projetons-nous dans les années à venir, du sport épanouissement, du sport performance, du sport individuel, du sport au contraire marqué dans sa collectivité. Comment voyez-vous les choses ? Écoutez, pour simplifier, je vois deux grandes tendances en fait. La tendance individuelle et familiale, ou en réseau social, en réseau amical, d'une part, et la tendance sport médiatisé et hyper financé, beaucoup de publicité. Alors, regardons les deux rapidement. Dans la première tendance, elle va s'accentuer considérablement. C'est par exemple les gens qui vont faire du VTT, les gens qui font de la randonnée, des gens qui font de ce qu'on appelle la marche nordique avec des bâtons. C'est en Europe, en Hollande, quand ça gèle, des canaux de kilomètres de long où toutes les familles vont patiner sur des kilomètres et pique-niquer après. C'est aussi les différents sports d'escalade, le surf aussi. Bon, tout ceci rentre dans des sports plaisir, des sports de recherche d'individualité et de collectivité familiale ou de groupe en même temps. Et compte tenu des équipements et de la progression des technologies, on va aller de plus en plus vers ça. Et d'ailleurs, on le voit. Le VTT, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est une révolution. Deuxièmement, il y aura une pression de plus en plus forte de lutte entre les chaînes nationales et internationales, satellites, mondiales, Mondiovision, sur des événements sportifs extraordinairement porteurs de millions de personnes, comme les championnats du monde de rugby récents
ou les championnats du monde de foot, qui vont faire en sorte que des gens vont y aller, le regarder à la télé. Il y aura de plus en plus de fric là-dessus. Et le fric, d'une certaine manière, dévoie le sport dont nous parlons, c'est-à-dire le sport personnel, le sport dépassement de soi, avec tous les enjeux qui y sont liés et les trucages qui sont liés à lui. Entre les deux, je vais vous donner un exemple que je trouve extrêmement intéressant. On a devant nous l'image d'un stade où il y a des gens tous ensemble en train de regarder tous ensemble quelque chose. Je pense qu'il y aura de plus en plus de sports sur Internet, sur des sites spécifiques, en temps réel, de petits sports, de patins à roulettes, compétitions en province, de joueurs de boules dans le sud de la France, qui seront retransmises compte tenu de la diversité, de la personnalisation auquel on va sur Internet avec les moteurs de recherche, et non seulement les moteurs de recherche textuels, mais les moteurs de recherche vidéo. Et l'exemple typique que je vais vous donner, évidemment, il est lié au surf, parce que je le connais bien. Vous avez des grandes marques qui font des championnats de surf en temps réel, par exemple le Quicksilver Pro à Osgore en octobre. Alors, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il est diffusé en temps réel sur une web TV. Non seulement il est diffusé en temps réel, on entend le commentaire des deux personnes, mais on a en temps réel les notes des juges. On a les notes des juges tout de suite après l'événement. Et sur un bandeau en bas, une barre des tâches en quelque sorte, on peut, si on arrive au milieu, cliquer sur Kelly Slater qui a eu 7 sur 10 et revoir la vague de Kelly Slater. Donc on est en temps réel, on est en même temps en temps différé, on peut regarder le passé, on a les notes, on a l'ambiance, on a tout ce qui se passe là, comme si j'y étais, et du monde entier. Donc je pense que ces types de sports dont je parlais tout à l'heure, les sports que l'on fait un peu en marge des grands stades, en marge des grands sponsors, vont avoir leur place de plus en plus grâce à la diversité des goûts et des réseaux sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que le développement au fond d'Internet, du global, fait aussi naître de nouvelles localités, enfin de nouvelles manières pour le local de se manifester. Exactement, c'est ce que je viens de dire pour ces petits sports locaux qui n'auraient jamais été diffusés par les grandes chaînes, mais qui vont trouver leur public. Autre chose encore qui est passionnante, c'est les grandes courses au large, les courses de catamaran, les courses de voiliers, où maintenant non seulement on peut suivre sur Internet parce que le GPS les localise où ils en sont les uns par rapport aux autres, combien de miles il leur reste à parcourir, quelle est leur vitesse, et en plus de ça, on peut les entendre et les écouter. Bien sûr, on peut les voir au JT du soir où on entend... Bon, on parle comme Nicolas Hulot. Alors, je suis maintenant dans une tempête, mais vous savez, etc. Tout le monde a entendu ça au journal télévisé, mais on peut, en temps réel, sur Internet, presque les interviewer. Mais on peut se demander, est-ce que ces grandes organisations, ces grands phénomènes sportifs comme les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, etc., ce que Michel Serres appelle les mammouths. Moi, je ne suis pas d'accord avec Michel Serres, pour une fois. Je connais bien. Vous croyez à l'avenir de ce genre de grandes manifestations? Mais bien sûr, c'est des espèces de grandes messes mondiales. Qu'est-ce que dit Jeremy Rifkin, grand prospectiviste américain, philosophe? Depuis longtemps, il dit des choses très avancées qui se réalisent dans ses bouquins. Il dit dans son livre « L'âge de l'accès » que plutôt que la propriété des objets, la voiture, mon vélo, ma maison, ma machine à laver, ceci, cela, on va vers l'âge de l'accès, c'est l'âge du partage, de l'émotion, de l'expérience. Et qu'est-ce qui permet de partager l'émotion et l'expérience? C'est l'art, c'est le sport, c'est l'exploration, c'est les villages de vacances où on va ensemble. Voilà. Ça, il dit, ça va devenir des marchés de plus en plus importants dans le futur. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Et j'ajoute, dans ma critique à ce que dit Michel Serres, qu'on a besoin de cette espèce de grand rassemblement où on a des frissons dans le dos quand on est à 5 minutes de la fin du match et la France a le ballon, si j'ose dire. C'est fantastique. Et ça va être de plus en plus réel grâce à ces moyens de télécommunication fabuleux et du replay qu'on va pouvoir faire aussi quand on n'a pas vu en temps réel l'émission. Donc moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Je ne crois pas que c'est fini, au contraire. Sa critique, c'est une critique aussi du culte de la performance, du qui va gagner. Et d'une certaine manière, ce qui va gagner est une fausse attente. On sait qui va gagner en fonction des moyens mis en œuvre. Non, ça je le suis là-dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'individualisme et l'exagération de l'hypersportivité associée à l'hyperfric. Mais que le fait que les grandes messes où tout le monde se retrouve, des milliards de personnes en temps réel regardant le même événement, ce n'est pas la fin des mammouths du tout, au contraire, on en a besoin. Et dans le prolongement de cette question, avant que ce ne soit Universcience, c'était la Cité de la Villette, une exposition en 2000 a été organisée dont le titre était « Les sportifs font-ils progresser l'humanité » Qu'est-ce que vous pensez de cette... C'est quand même un beau thème. Pas seulement les sportifs seuls
le sportif dans son écosystème. Qu'est-ce qu'il y a autour d'un sportif? Il y a des entraîneurs, il y a des médecins, il y a des gens qui règlent le matos. Regardez, regardez la Formule 1 pour prendre un sport mécanique ou le vélo. Vous avez vu qu'est-ce qui suit derrière comme réparateur, etc. Donc il ne faut pas voir le sportif tout seul. C'est le système sportif, l'écosystème sportif, où il y a la vedette ou les vedettes et toute la logistique. Ça fait progresser l'humanité, bien entendu. Prenons le plan médical, prenons le plan technologique. Sur le plan médical, il n'y a pas de doute, mettant le dopage à part et le PO, etc., il n'y a pas de doute que sur le plan médical, un marathon, ça se prépare et on sait ce qu'il faut comme glucides à utilisation lente pour tenir le coup. On sait que dans un sprint, il faut autre chose, que le triathlon, ça demande une préparation particulière. Le surf, on est très conscient des problèmes posés à la nuque, aux yeux, à l'alimentation. Moi, j'arrive à faire 6 heures de surf dans une bonne journée, c'est-à-dire 3 fois 2 heures. Et bien, je fais très attention à la nutrition avant, pendant et après. Donc, sur le plan biologique et sur le plan médical, il n'y a aucun doute que le sport extrême et le sport de compétition fait progresser l'humanité, mieux se connaître. L'épigénétique, par exemple, la révolution de ces dernières années, naît aussi de la relation au corps. Et puis sur le plan technologique, les innovations sportives sont extraordinaires. J'ai cité le surf et je le cite souvent, mais dans le monde du surf, en 10 ans, il y a eu des innovations fantastiques. Que dire dans le monde du vélo? Que dire dans les raquettes de tennis? La raquette de Federer, c'est une raquette responsive. Elle est comme un trampoline. C'est-à-dire que quand la balle frappe la raquette, dans l'armature de la raquette, il y a des quartz piézoélectriques, c'est-à-dire qui réagissent à la force en créant une contraction magnétique. Et donc, quand la balle frappe, paf, il y a une contraction qui fait qu'elle est renvoyée plus fort, elle est autorisée. Mais les nouvelles raquettes, c'est une technologie hallucinante en fibre de carbone. Bon, voilà. Donc tout ça fait que, oui, le sport contribue à l'évolution de l'humanité sur le plan biologique et sur le plan technologique et même peut-être scientifique. Parce que quand on parle du mot de progression ou de progrès, c'est un mot toujours ambivalent, puisque le progrès, c'est à la fois une augmentation. Quand on dit qu'il y a un progrès, c'est pas que le sida progresse, c'est purement quantitatif. Puis le progrès, c'est aussi qualitatif. Donc tout ce que vous dites, c'est éventuellement une énumération d'acquis techniques, etc., ou technologiques, mais de progression de l'humanité, d'une progression éventuellement morale. Alors le progrès, croissance, progrès matériel arrive à ses limites. Tout le monde le dit, on le sait, avec les désordres que l'on crée dans l'environnement, avec le dioxyde de carbone, avec l'hyper-informatisation, ce que j'appelle l'infobésité ou l'infopollution, on arrive aux limites de cette croissance matérielle. On le sait, on va continuer, on a besoin encore. Mais on rentre dans ce qu'on appelle les sociétés de la connaissance, les sociétés de la croissance immatérielle. Et dans ces sociétés de la croissance immatérielle, il y a évidemment l'intelligence et le corps, l'éducation, le partage. Et là, on rentre dans un autre paradigme que j'appelle le paradigme de la complexité, qui veut dire, en tant que prospectiviste, que dans les 50 prochaines années, même si la croissance matérielle se continuera et doit se continuer, on rentre dans une autre forme de croissance. Et le sport est un des modèles de cette autre forme de croissance, parce qu'il permet le dépassement de soi, la réflexion sur le corps, la réflexion sur la biologie, la réflexion sur les autres, la réflexion sur l'équipe, la réflexion sur le management d'une équipe, la réflexion sur le combat pour gagner aussi, en adaptant des stratégies différentes. Et je pense que les jeux vidéo, par exemple, qui ne sont pas une forme de sport parce qu'on ne bouge pas beaucoup, mais les jeux vidéo avec les nouvelles techniques comme Kinect ou les gestes qui sont reconnus, la génération qui arrive, qui a été formée aux jeux vidéo, elle apporte des formes de stratégies différentes dans le gagnant, dans le fait qu'on peut gagner. C'est un jeu. Et les enfants, vous avez vu à quel point ils jouent, ils miment la réalité en jouant constamment « j'ai gagné, tu as perdu ». Donc ça, c'est pas mauvais du tout pour l'évolution de l'humanité, mais c'est quand c'est exacerbé par le fric, comme je l'ai appelé, ou la pollution des mentalités qu'il ne faut pas aller trop loin. Donc on va aborder maintenant la question éthique. C'est une des préoccupations, des interrogations qui sont à la fois essentielles et au cœur de votre réflexion. Alors vous retenez un certain nombre de valeurs, responsabilité, créativité, solidarité, partage, empathie. Avant de les regarder un peu précisément les unes après les autres, on peut se demander d'abord si les questions éthiques ont aujourd'hui facilement leur place dans un monde de la vitesse, dans un monde de l'accélération, dans un monde du temps réel. Comment délibérer, comment réfléchir? Est-ce que les valeurs n'appartiennent pas à une autre temporalité, à un autre temps que ce temps que la technique nous impose? Il y a un autre temps qui est le temps de la sagesse. Le temps de la précipitation, ce n'est pas le bon. Le temps de la vitesse, oui. Le temps de la vitesse est lié au temps réel. Le temps réel, qu'est-ce que c'est? C'est de répondre à une sollicitation avant une échéance. Le temps réel du lancement d'une fusée, c'est le compte à rebours.
Le temps réel pour une entreprise, c'est peut-être la journée, c'est peut-être le mois. Mais si on répond après l'échéance, c'est fichu. Le temps réel peut être de la milliseconde, ou il peut être 3 mois, il peut être 1 an. Donc, l'adaptation de la vitesse à l'enjeu est essentielle. Et on a les outils pour ça aujourd'hui. Comment aujourd'hui vous imaginez que quelqu'un peut gérer une société tout seul, où il fallait 5 personnes, avec son ordi, dans lequel il ou elle échange ses emails, imprime ses contrats, demande la réponse au contrat, parle sur Skype en direct avec des gens, vraiment le temps que ça aurait pris avant. Donc cette vitesse qui n'est pas de la précipitation est absolument essentielle au fonctionnement des sociétés modernes dans lesquelles nous sommes entrés. Mais aussi, il faut savoir, et je prône ça depuis longtemps, prendre du recul. Savoir exercer sa sagesse, sa réflexion. Je suis très en faveur de la méditation, du recul, faire des pauses. Piaget, le grand psychologue de l'éducation, dit on ne peut pas ingurgiter constamment des flux d'informations. Il faut des pauses, il faut des resets, il faut s'arrêter pour contextualiser tout ce qu'on a reçu comme information. Donc oui à la vitesse, non à la précipitation, oui à la gestion du temps, le temps court, le temps large, le temps long, ce que j'appelle le temps large, c'est du temps qui s'empile sur du temps. Et on a les outils pour ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense, et je l'ai dit et je l'ai écrit, que de gérer son temps, c'est une des plus belles choses que l'on puisse faire dans sa vie, pour soi et pour les autres. Parce que sa vie, on n'en a qu'une. Donc il faut en faire un original. Alors ces valeurs, commençons par la responsabilité. La responsabilité, c'est d'abord la responsabilité citoyenne. Alors, comment concevoir cette responsabilité, particulièrement en la rapportant à l'exemple sportif, puisque c'est un peu l'objet de notre conversation? Je pense qu'une des premières responsabilités qu'on a tous, c'est la responsabilité devant son environnement, à la fois personnel et direct. Par exemple, on a une responsabilité vis-à-vis de sa santé et de sa nutrition. On a toujours pensé que finalement la bonne chair, le bon vivant, finalement c'était pas si mal. On sait aujourd'hui qu'un bien vivant, ça peut être une responsabilité par rapport au bon vivant. Pour soi, pour les autres, pour son travail, pour être lucide quand on travaille. Donc responsabilité vis-à-vis de soi, de la gestion de son corps. Ce qui n'est pas une norme qui peut s'appliquer à tout le monde. Il y a le respect de la liberté des gens qui veulent en faire qu'à leur tête en fonction de leur corps. Parfois ça peut être catastrophique, regardons cette image. Ah oui, alors on pousse les jeunes à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes pour d'autres raisons qui sont politiques ou financières. Donc c'est une catastrophe. Donc responsabilité de soi par rapport aux autres, c'est-à-dire l'environnement. La responsabilité s'exerce sur le tri de ses ordures ménagères, la consommation d'électricité, le relâchement du dioxyde de carbone, pas la peine de rentrer là-dedans, on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui partout, dans toute la presse, dans tous les médias, dans tous les journaux. Et puis je vais dire une responsabilité éthique. Vous avez prononcé ce mot très important. J'ai proposé comme mot, après la bioéthique, dont j'ai fait partie de réflexion sur les comités bioéthiques, ce que j'ai appelé l'infoéthique et l'écoéthique. L'infoéthique, pour moi, c'est de ne pas faire n'importe quoi avec l'information privée des gens. D'aller piquer leurs mails ou de modifier leurs archives. Ça, pour moi, c'est contraire à l'éthique de l'information, de la société de l'information. Donc il y a des règles à respecter. Et l'écoéthique, c'est de respecter l'environnement pour le laisser à nos enfants, comme on l'a reçu nous, c'est le principe même du développement durable. Et donc nous devons respecter des principes éthiques. Et puis il y a l'éthique du business. L'éthique du business aussi, c'est d'être droit, confiant, que la parole vaut contrat, d'éviter la désinformation, la tricherie, la corruption. Donc tout ceci joue. Et dans le sport, évidemment, ça joue puisque le sport est constamment confronté à l'éthique. L'éthique personnelle de je vais trop loin ou pas trop loin. Pour ma famille, regardez, quand on est un sportif de l'extrême, il y a une éthique familiale. Est-ce que je prends trop de risques? Moi, je me pose tout le temps la question. Quand je descends dans des... Voilà, on en voit. Quand je descends avec 3 copains que je connais par cœur, ça fait 30 ans qu'on skie ensemble, dans des couloirs à 50 degrés, avec 3 mètres de chaque côté, le plaisir est formidable de faire la première trace, mais avant de partir, j'ai une sorte de responsabilité, culpabilité même vis-à-vis de ma famille, de ma femme, de mes enfants et des autres, disant mais qu'est-ce que je fous là? Égoïstement, je suis parti dans des avalanches, je ne sais pas combien de fois. Je me suis trouvé dans des couloirs où on était sur l'écart dans la glace et on s'est dit bon, terminé, on remonte. On a mis 3 heures à remonter, alors qu'on avait mis 5 minutes pour arriver là où on était. Donc je pense que ça se pose constamment dans le sport et l'éthique du sportif face au dopage, face à la tricherie, face aux sponsors biaisés, etc. est constante. Elle est constante. Et la responsabilité joue sur cette part de son éthique par rapport à celle des autres. Maintenant, la créativité, important, la créativité, c'est non seulement l'innovation dont nous avons déjà parlé, mais enfin c'est aussi cette disponibilité de l'esprit à ouvrir l'avenir, le possible.
Alors le sportif encore, parce que la créativité du scientifique, n'en parlons pas, elle est la base de sa vie, la recherche et l'innovation. Donc ça, je ne parle pas de ça, c'est ma vie quotidienne et c'est aussi notre vie à Universcience. Mais le sportif créatif, bien sûr, il y a plusieurs catégories, mais il y a le sportif qui est soumis aux outils qu'on lui donne. Le sportif qui fait du vélo avec des mécaniciens derrière ou la Formule 1, bon, c'est sûr qu'il peut pas trop, il peut donner quelques idées. Par contre, les sports de l'extrême et les écosports dont je parlais tout à l'heure, chaque sportif est constamment un inventeur, un innovateur. Il va parler à ceux qui lui fournissent le matériel. Nous, les discussions qu'on a sur les fabrications de planches, je peux vous dire qu'avec Michel Barland, par exemple, ou tous ceux qui fabriquent des planches Phil Grace, qui shape mes propres planches à moi, j'en ai une douzaine, l'innovation, elle est constante. Je prends cette vague, je dis, tu sais, finalement, la dérive est trop grande, on a dérapé. Est-ce que tu ne peux pas inventer une dérive plus souple? Voilà. Donc, le kitesurfer, il passe son temps à innover et à dire à son fabricant de voile, attention, là il faut une suspente de plus, les straps dans ma planche sont trop serrés, il faut qu'ils puissent partir en cas de danger, etc. Donc le sportif individuel et en groupe est un innovateur constant grâce à la relation qu'il a avec les fabricants de ce matériel, le matos comme on l'appelle, qu'on adore. On n'est rien sans le matos. Mais la créativité, ce n'est pas simplement de célébrer, avec évidemment raison, l'importance de l'innovation, mais c'est aussi scientifiquement certaines découvertes récentes, par exemple comme l'épigénèse, l'importance de l'épigénèse, qui donne une assise scientifique à la créativité. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? L'épigénétique, pour moi, scientifique, c'est la plus grande découverte en biologie de ces 50 dernières années. Voilà, un tripoté de prix Nobel derrière. Épi, ça veut dire après, génétique, c'est-à-dire ça vient après le génome. La banque de gènes, l'ADN, on a 30 000 gènes, on a 3 milliards de caractères génétiques, on connaît ça maintenant, on a une banque génétique qui programme la fabrication des protéines et des enzymes qui font marcher notre usine cellulaire. On commence à bien connaître tout ça. L'épigénétique, comme épiphénomène, c'est quelque chose qui vient par-dessus. L'image que je donne à mes étudiants souvent, c'est que l'ADN, c'est comme la portée des notes, les notes musicales sur une portée, ça c'est l'ADN, mais la symphonie qu'on va faire selon le talent du chef d'orchestre et des musiciens, c'est l'épigénétique. Allegro ma non troppo. Voilà. C'est la différence qualitative entre l'inscription du programme et l'interprétation du programme. Alors, pourquoi l'épigénétique, c'est tellement important, y compris pour le sport et pour la vie en général? C'est que l'épigénétique, c'est quoi? C'est la modulation de l'expression des gènes, plus, moins, pas du tout, en fonction de son comportement. Et ce comportement, en fait, il y a 5 éléments constamment interconnectés dans nos vies de tous les jours. C'est la nutrition, l'exercice sportif, la management, la résistance au stress, le réseau familial, social, amical et le plaisir. Ces 5 éléments sont coordonnés dans un diagramme systémique en permanence. Et si on joue d'eux en synergie, on peut se maintenir en bonne santé, se maintenir en optimal sportif et vieillir moins vite. Donc, vous imaginez l'impact de l'épigénétique. Moi, je dis aux gens, oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Mangez différemment, je peux vous expliquer comment. Faites 20 minutes ou 30 minutes de sport par jour, je peux vous expliquer comment, sans exagérer. Faites de la méditation, de la respiration, tranquille, les mains comme ça, je peux vous expliquer comment. Donc, il y a des tas de gens qui font ça maintenant. Donc, la synergie de ces 5 principes de l'épigénétique permet dans le corps de fabriquer des hormones, je ne vais pas rentrer dans les détails pratiques, qui vont permettre à l'ADN de s'exprimer plutôt que d'être fermé. Pourquoi? Parce que l'ADN est entouré d'une couche protectrice qu'on appelle les histones, un peu comme un fil électrique est entouré d'une gaine plastique. Pour atteindre le fil électrique, c'est-à-dire l'ADN, il faut que la gaine s'ouvre. Si la gaine ne s'ouvre pas, l'ADN ne peut pas être traduit. Or, qu'est-ce qui ferme et qui ouvre ces gaines à certains endroits de la librairie génétique? Le comportement, qui va conduire à des hormones, à des produits qu'on connaît maintenant, qui vont, alors un peu terme technique, méthyler ou acétyler l'ADN, c'est-à-dire l'empêcher de s'ouvrir ou favoriser son ouverture. Et comme un livre de cuisine, si vous voulez, l'ADN c'est comme un livre de cuisine, il y a le chapitre soufflé au fromage, et à côté il y a le chapitre soufflé aux champignons. Si le chapitre soufflé aux champignons est collé, les pages sont collées, mais que le chapitre soufflé au fromage est ouvert, je peux faire des soufflés au fromage. Et puis quelque chose va coller le chapitre soufflé au fromage et le chapitre soufflé aux champignons est ouvert, ou tarte au poireau, et je peux faire une tarte au poireau. L'ADN c'est pareil. Il y a des chapitres collés et des chapitres ouverts. Mais ce qui décolle et ouvre les chapitres, c'est votre comportement. Alors vous vous rendez compte, pour le sportif,
En plus de ça, on a découvert aussi que le cerveau, que j'ai dit est dans le corps et pas dominateur comme un ordinateur, et le cerveau influence l'épigénétique. Et si on est bien dans sa peau, si on n'est pas stressé, si on est heureux avec les autres, certains gènes vont se débloquer et d'autres vont se renfermer. Donc ça remet totalement en cause l'opposition de l'acquis, de l'inné, de nature, culture. De l'évolution darwinienne par rapport à l'évolution lamarckienne, le finalisme par rapport au déterminisme. On est dans un nouveau paradigme qui est ni déterminique, ni finaliste, ni lamarckien, ni darwinien, qui est comportemental. L'inné et l'acquis, c'était ou. Maintenant, c'est et. La nouvelle logique du paradigme de la complexité, c'est pas ou, c'est et. Donc on retrouve toutes les choses que nous avons pu dire, notamment sur l'importance de l'environnement, sur les sports de nature qui là aussi l'écosystème vous donne un plaisir, change vos gènes, vous renforce. Vous savez, le marathonien qui court, il court. Quand on commence à faire son jogging pour 20 ou 30 minutes, au début on a un peu de mal, la machine est encrassée, elle se développe et ensuite on atteint le fameux niveau qu'on connaît tous, où les endorphines commencent à arriver dans le cerveau, le souffle se régularise et la machine se met à un optimum de réglage parfait. Nous, on surfe. On rentre dans l'eau parce qu'il faut ramer, comme on dit, pour y aller les chercher, passer dessous au début. Puis ensuite, on prend quelques belles vagues. Les copains vous font comme ça quand vous remontez au spot, au démarrage. Donc, les endorphines arrivent, le plaisir. Et puis, le corps change complètement. On devient plus résistant, beaucoup plus fort. Ça, c'est une nouvelle, c'est un nouveau discours, une nouvelle pédagogie du sport que de nouvelle pédagogie du sport. Et peut-être que nouvelle pédagogie. C'est plus simplement la muscu, c'est le cerveau plus les autres. Mais quand ces choses-là vont-elles entrer dans les programmes? Parce qu'il faudrait que l'école soit habitée par ça. L'approche systémique, Macroscope, 1975, Edgar Morin, 1980, elle commence à peine en 2011-2012 à rentrer dans les programmes de management, des écoles de management. Et dans l'université et dans l'école, on continue à partager le monde en disciplines analytiques, les maths, la physique, la géographie, l'histoire, l'anglais. Bon, la nature, la culture. La nature, culture, objet, sujet, on continue, si vous voulez. C'est très difficile de changer les mentalités, mais les jeunes, eux, ceux qui arrivent, la NetGen, avec tous ces réseaux transversaux, les jeux vidéo, etc., eux sont naturellement dans cette vision du paradigme de la complexité et ils demandent, dans l'entreprise où ils rentrent, dans l'université d'où ils sortent, une différente pédagogie et une différente forme de décision et d'action pour leur métier. Troisième valeur, la solidarité. Alors, oui. Là, c'est important parce qu'on est confronté non seulement au lien social, à ce qui soude finalement les communautés, mais aussi à des éléments de courtoisie, ce qui permet au fond de vivre dans une société à peu près pacifiée. Vous avez une image ici qui est extraordinaire, c'est l'image d'un jeune supporter hollandais de Rotterdam. Il y a tout du hooligan, là, il y a déjà le hooligan. Alors la solidarité dans les stades sportifs, on ne la connaît pas, sauf la Ola. Il y a des stades où il n'y a pas de barrière, vous avez remarqué, parce que ça dépend aussi de la culture du pays dans lequel on est. Vous en avez d'autres où il y a des grilles de 3 mètres de haut et des agents de protection qui regardent la foule en permanence. Ça montre que nous sommes rentrés dans un monde compétitif tellement exacerbé par la publicité et par le fric que les gens dégagent la violence tribale. La violence tribale de c'est l'autre, c'est un ennemi. Vous savez, la tribu, un gars sortait une équipe sortait d'une forêt, qui sont-ils? L'étranger est étrange, on le tue. J'exagère, mais bon. Et puis, il y a des valeurs différentes. Le rugby, par exemple. Au rugby, l'arbitre a un micro, on l'entend ce qu'il dit, et il discute avec le capitaine. Il ne parle qu'au capitaine. Et les gens le respectent, oui ou non? Les gens respectent l'arbitre dans le rugby. C'est très très rare qu'on lui fasse les gestes que vous avez vus, qu'on aille discuter d'un carton. Le foot, c'est que ça. Donc il n'y a pas de solidarité, ni dans les stades, ni sur le terrain. Et progressivement, dans certains sports, on voit commencer à naître une solidarité, notamment des sports d'équipe, des sports non compétitifs. Si vous voulez, quand vous avez une compétition mano à mano dans un match de surf en temps réel, il y a souvent dans les compétiteurs une forme de solidarité qui fait que si je ne gagne pas cette vague-là, cette fois-ci, je peux éventuellement, dans la série suivante, en gagner. Je t'en laisse, tu m'en laisseras une. Bon, est-ce que ça commence à exister dans d'autres sports? Dans les sports de groupe, pas les sports d'équipe, dans les sports de groupe, où les gens, par exemple, moi je connais des gens qui, après le Tour de France, viennent de plusieurs pays d'Europe, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, de Hollande, et refont
l'école de montagne avec des guides, avec des entraîneurs sportifs, avec des vélos de super qualité. C'est des mecs de 45, 50 ans, quelquefois 60 ans, hein, et des jeunes femmes aussi. Donc là, c'est un groupe. Ils ne sont pas en compétition. Ils sont pour le partage d'un dépassement de soi. Là, il y a une forme de solidarité. On trouve d'ailleurs l'autre valeur, la quatrième valeur, à savoir le partage. Voilà, le partage. Mais c'est ce que je dis pour le sport, moi je l'écris beaucoup, notamment dans le Macroscope et dans d'autres livres, pour la vie en société et surtout dans l'entreprise. Partage, solidarité, gagnant-gagnant sont des éléments qui font que certaines entreprises gagnent et d'autres perdent parce qu'elles s'enferment dans leur égoïsme et leur compétitivité. Mais on ne peut pas simplement parler de la nécessité objective d'un partage. On pourrait dire que la mondialisation fait que de toute façon nous sommes solidaires par nécessité. Il faut aussi une solidarité revendiquée. Solidaire et concurrent. Pour que ce soit une valeur. Oui, mais la mondialisation, si vous la prenez sous l'angle de la compétitivité des entreprises et de la politique des pays, c'est une compétition permanente. Par contre, si vous prenez la mondialisation dans l'optique des sociétés de la connaissance dont j'ai parlé, quand vous voyez Wikipédia ou le partage sur les réseaux sociaux, là, il y a du partage. Parce qu'il n'y a pas de volonté de gagner. Et au contraire, vous savez, c'est très important sur Internet. Il y a cette notion de notoriété et de reconnaissance de votre compétence. Beaucoup de gens font des choses gratuites sur Internet. Moi, j'en connais plein. Nous-mêmes, moi, je reçois de l'info. C'est une rémunération pour moi. Mais j'en donne plein. J'ai 3 livres gratuits sur Internet. 3 livres gratuits. Les gens peuvent télécharger tout. C'est une forme de solidarité et de partage. De plus en plus, on voit des gens qui font ça sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de volonté de gagner tout de suite de l'argent. Il y a la volonté d'aider l'autre aussi. Et là, on retrouve les initiatives locales, ce qui est important. Voilà. Donc citoyennes, enfin nouvellement citoyennes. Citoyennes, locales, provinciales et individuelles, au sens où une entreprise unipersonnelle peut être multinationale. Absolument, oui. Et l'empathie, alors, cette dernière... l'empathie, c'est quelque chose qu'on trouve dans le vivant, en général. Alors l'empathie, on le trouve chez les animaux. Il y a eu un magnifique livre de Franz de Waals et un livre de Rifkin, Jérémy Rifkin, L'ère de l'empathie, où il parle du fait que en fait, c'est traditionnellement ancré dans nos gènes, l'empathie. L'empathie, c'est une condition de survie des sociétés qu'on a ensuite déviée avec les guerres, les catastrophes, les émeutes, le terrorisme. Mais l'empathie, c'est quoi? C'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre pour éprouver ses sentiments et donc mieux le connaître et mieux échanger et être mieux ensemble, mieux vivre ensemble. Une vie ensemble sans empathie est impossible et grâce encore à ces fameux neurones miroirs, on aide à mieux comprendre l'autre. Donc on va vers une civilisation de l'empathie. Moi je le dis, je l'écris depuis pas mal de temps, mais ces 2 livres magnifiques le montrent encore mieux puisqu'ils démontrent que dans l'histoire des animaux, l'empathie existe. Mais quand on parle des neurones miroirs à propos de l'empathie, c'est que les neurones miroirs, ça peut être favorable. Ça peut être aussi, lorsque l'on regarde des spectacles, par exemple, abominables, de violence, une manière de nourrir ou de solliciter en soi les mêmes zones cérébrales que celles que mobilise le criminel. Ça joue dans les 2 sens, comme Internet, le meilleur et la pire des choses. Les neurones miroirs peuvent être extrêmement utiles dans le sport, puisque nous parlons de sport, pour l'apprentissage, copier un geste, copier un swing de golf, ou bien copier un revers de tennis, copier la position d'un skieur. Moi, ça m'a énormément aidé, mes propres neurones miroirs, à copier des gestes, et on est plus ou moins doué pour ça. Mais aussi, quand on le voit dans les tueurs en série, qui sont rendus publics à la télévision, ça redéveloppe par les neurones miroirs des instincts de mort chez des gens qui ne doutaient même pas qu'ils pourraient éventuellement avoir ce type d'instinct, qui se découvrent violeurs, tueurs en série, et s'ils sont dotés d'armes de destruction massive, c'est la pire des choses. Donc les neurones miroirs vont jouer dans les 2 sens, il faut en être conscient, savoir les utiliser à bon escient et savoir empêcher qu'ils conduisent à des catastrophes comme celles que je viens de décrire. L'éco-société dont vous parlez, hein, c'est une notion importante chez vous, que vous concevez à la fois philosophiquement et prospectivement. C'est à la fois la convivialité plus les télécommunications. Exactement. Lénine, je reprends la phrase de Lénine quand même qui était très importante. Il disait le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Et moi, j'ai dit dans le Macroscope, dans ma conclusion qui s'appelle « Voyage en écosocialisme », terme d'ailleurs qu'on me reprend maintenant, tant mieux d'ailleurs, dans Note de voyage en écosocialisme, je décris effectivement le fait que la convivialité, l'éco-société, c'est la convivialité plus les télécommunications. À l'époque, en 1975, je disais télécommunications. Aujourd'hui, je dirais le cloud ou l'Internet ubiquitaire. Mais je pense absolument que c'est le cas.
Donc cette éco-société Elle est là, est censée on l'a construite. réaliser aussi On l'a les construite. 5 valeurs dont nous avons parlé tout à Elle est en l'heure. train d'essayer de les réaliser. Elle est en train d'essayer de les réaliser. Les réseaux sociaux sont une expérience extraordinaire. Ils ont des désordres, des défauts aussi. On en dit trop sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a Viadeo, il y a LinkedIn, il y a Foursquare. Enfin, je ne vais pas vous les citer tous, on les connaît. Et ce sont des réseaux qui permettent d'échanger, de comprendre l'autre. Rappelez-vous ce que je disais, c'est je sais, nous savons ensemble, nous savons aussi ce que les autres savent. Donc tout ça ouvre vers le partage, vers la solidarité. Ce n'est pas une vision optimiste que j'ai, c'est une vision réaliste et pragmatique. Je suis un technologue humaniste. La techno ne m'intéresse pas en tant que techno. Ce qui m'intéresse, c'est les rapprochements des gens entre eux. Et donc on retrouve au fond le sport, puisque le sport permet, Bien sûr. dans cette éco-société, d'incarner justement ces valeurs dans leur ambivalence à la fois. Dans leur ambivalence, exactement. Ce qu'elles ont à la fois de Exactement. positive Dans leur ambivalence. et de négative. Vous insistez sur une distinction importante, qui est une distinction qui n'est pas simplement conceptuelle, qui renvoie vraiment à des champs différents, entre le rapport de force ou les rapports de force, qui sont des rapports d'antagonisme, des rapports de compétition, et les rapports de flux. Vous pouvez préciser les choses. Si vous voulez un rapport de force, je vais symboliser comme ça, c'est par exemple les rapports de force militaire. Vous avez tant de têtes nucléaires, j'en ai tant. Les rapports de force politique. Combien de voix vous avez dans votre parti, combien de voix j'ai dans mon parti. Syndical, etc. On peut sortir d'un rapport de force par une escalade. Et c'est discontinu et donc dangereux. Il y a des moments d'instabilité. Donc on a vécu là-dedans, société de la compétition, de la concurrence, sont fondées sur des rapports de force. Et progressivement, ça existait déjà depuis longtemps, grâce aux échanges culturels, aux échanges d'informations. De plus en plus maintenant avec Internet, les réseaux sociaux, la télévision mondiale, on peut favoriser ce que j'appellerais, je symboliserai comme ça, des rapports de flux, c'est-à-dire deux flux en sens inverse, mais qui se régulent l'un par rapport à l'autre. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est un seau qui se remplit par un robinet et se vide par un trou. Si j'arrive, par l'information que je tire du débit, à régler mon robinet pour qu'il ait le même débit que le trou à la sortie, j'ai un niveau qui reste fixe. Il n'est pas statique. C'est un niveau qu'on appelle dans notre jargon stationnaire. C'est-à-dire que toutes les molécules à l'intérieur du seau se renouvellent constamment, mais le niveau reste stationnaire. Donc je peux le régler. Ce qui veut dire que les rapports de flux impliquent des échanges d'informations, l'écoute de son écosystème, l'écoute des autres, alors que les rapports de force sont binaires. C'est moi contre toi, et j'en sors. Donc je pense que de plus en plus, la société de demain, les sociétés de la connaissance vont se fonder de plus en plus sur ces rapports de flux. Et j'ai pas mal écrit là-dessus et fait des conférences dans ce domaine. Et je reçois un accueil extrêmement intéressé du fait que les gens réalisent que c'est déjà en cours et que c'est à eux de le mettre en œuvre beaucoup plus que dans la compétitivité et la concurrence acharnée que se livrent les entreprises, les personnes et les sportifs. Vos derniers ouvrages, en tout cas l'objet d'un certain nombre de vos réflexions très récentes, porte sur la vieillesse. C'est évidemment une question qui a tout de suite fasciné tout le monde, la perspective de vivre plus longtemps. Vous dites d'ailleurs que la vie normale d'un homme, ce serait entre 120 et 140 ans. Évidemment, il s'agit pour vous de concevoir une avancée dans l'âge en restant jeune. Comment cette réflexion s'inscrit-elle dans tout ce que nous venons de dire, dans cette réflexion générale sur l'éco-société ? Moi, ce qui ne m'intéresse pas du tout, c'est de vivre vieux. Ce que je veux, c'est vieillir jeune. C'est-à-dire vieillir avec des tas de capacités intellectuelles et physiques qui me permettent de faire des choses pour moi et pour les autres, surtout ma famille, mes collaborateurs, mon pays, le monde. Vous êtes surfeur et vous continuez à l'être, bien sûr, il faut le dire. Parce que mais je suis addict, comme on dit. Voilà. Je suis complètement drogué du surf. Ça, c'est une obsession. Je regarde la météo tout le temps. Bon. Après, je ne parle pas de moi. Je dis que la capacité de vieillir jeune est fondamentale et on peut progressivement y arriver grâce à l'épigénétique, grâce à la nutrition, grâce à l'exercice, grâce aux autres, grâce au plaisir, grâce à la relation. Moi, je connaissais bien un René Berger, un très grand critique d'art qui est mort il y a quelques années, à 92 ans, je le voyais souvent. Et il avait cette phrase formidable, il disait « Plus tu donnes, plus tu restes ». Plus on donne autour de soi, intellectuellement, financièrement, physiquement, plus on dure. Parce qu'on s'extériorise de cette petite enveloppe égoïste qui est le corps, dit « je dois mourir, c'est fichu, je meurs », et tout ces trucs. Alors effectivement, la durée de vie de l'homme peut être entre 120 et 140 ans. On meurt prématurément pour toute une série de raisons que j'ai décrites dans un livre qui s'appelle « Une vie en plus, la longévité, pourquoi faire ». Mais la volonté d'y aller peut conduire à y aller progressivement, à moins d'accidents. Et j'applique à ma vie le principe de Pascal. Pascal disait est-ce que Dieu existe ou non? De deux choses l'une. Je fais comme s'il existait. Donc j'applique toutes les règles pour faire plaisir à Dieu.
et les règles de la religion. Et donc, deux choses l'une. Je vais mener une vie, s'il n'existe pas, j'aurais mené une vie pleine de valeurs, pleine de richesses, parce que ces valeurs sont quand même formidables pour construire sa vie. Et s'il existe, c'est du win-win. Pascal, c'est pas le mot gagnant-gagnant. De toute façon, j'irai au paradis parce que j'ai fait ce qu'il disait. Eh bien, moi, je dis, je vais vivre 120 ans, disons. Je n'y arriverai pas, ou même 140. Mais par contre, j'ai 60 ans de projets devant moi. 50 ans, 40 ans de projets. Tous les matins, je me lève en disant qu'est-ce que je vais faire dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir. Et donc, en ayant cette progression vers l'avant, ou bien je meurs demain matin, mais je suis mort avec mes projets, ou bien je continue à vivre et je l'ai fait. Et pour moi, la vie, ce n'est pas un escalier qu'on descend vers le trou dans lequel on est fini, c'est un escalier qu'on monte. Pourquoi? Parce que chaque marche est enrichie des valeurs, des investissements de la vie précédente, des souvenirs, des contacts, des personnes, du monde. Et chaque marche est plus haute en valeur. Et donc finalement, pour moi, vieillir jeune, c'est monter vers une sorte d'absolu. Et je suis content, avec ma famille et ceux qui partagent ces idées, d'essayer de le construire progressivement. Et le sport joue un rôle important dans cette construction.